Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas pour ça qu'a fait. Alors, me revoilà après 15 petits jours de vacances. Aujourd'hui, on va passer une superbe après-midi avec Jacqueline Couty qui nous vient des USA, qui est martiniquaise et qui est chercheure à l'université du Kentucky, au Lexington, on dit, ou bien dans la ville de Lexington. Dans la ville de Lexington. Alors, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Fine, thank you, c'est seulement ce que je sais dire. C'est bon, c'est un bon début. Mais merci beaucoup d'être là, Jacqueline. Merci. Alors, tu viens nous parler de Mayotte, qui est le roman martiniquais inédit. Je crois qu'on a la première de couvre et que tu vas présenter justement demain après-midi. Non, ce soir à 18h30. À 18h30 à la bibliothèque Schellcher. Oui, tout à fait. D'accord, alors on va développer tout à l'heure. Jacqueline, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors merci, et puis merci aussi à Rudy Rabatali. Rudy, bonjour. Bonjour. Tout le monde te connaît, mais on ne sait pas que c'est toi. Peut-être. Donc toi, tu es mais c'est moi. Le rédacteur en chef de France Le rédacteur Antilles. en chef de France Antilles, c'est ça. Et tu viens nous parler des 100 grands témoins de la Martinique. Donc on a la première de couverture aussi, un très beau livre qui parle des 100 grands témoins. Tu vas développer, tu nous diras davantage. D'accord, sans problème. Merci. Et avec nous, on va parler de Noël, puisque c'est la période Noël enchanté, Noël pour les enfants, puisque Joanne Juston dit qu'on ne pense pas souvent aux enfants. On fait des chantés Noël, on fait des... Qu'est-ce que tu dis? Des marchés de Noël, bagaille, grand monde, mais les petits, jamais. C'est ça, Joanne? C'est un peu ce que je dis, oui, mais pas de façon spécifique à Noël, hein, d'une façon générale. Tous les jours? Toute l'année. Donc, Joanne, toi, tu vas nous parler du Noël enchanté et tu vas nous faire gagner des places surtout. Oui, pareil. Il paraît. Donc, voilà. Merci à toute l'équipe de Marie-Josée Coiffure, à Armel pour mon maquillage, à Lydia pour ma coiffure, Marie-Josée, mes ongles, toute bagaille. Je me fais bichonner le vendredi. Elles étaient jalouses quand même, hein, mes invités, quand je suis arrivée à Armel. Donc, pas vrai, Jacqueline? Tout à fait. On m'a dit que vous étiez flamboyante, mais on m'avait menti, vous étincelez. Maman. Maman Noël, ça fait. Alors, merci à toute l'équipe de Marie-Josée qui me permet d'étinceler le vendredi après-midi. Alors, Jacqueline, c'est bien Jacqueline? Oui, tout à fait. Jacqueline, toi, tu es chercheur. Alors, je vais lire ma petite fiche pour chercheur à l'université du Kentucky Lexington aux USA. Et tu es spécialisée sur les recherches dans les littératures et cultures francophones des anciennes colonies françaises des Amériques, de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Et tu te consacres aux questions de genre, de sexualité, d'identité et de nationalisme. Mise à faire. Oui, c'est ça. Bon. Ça fait peur. Tu impressionnes les hommes quand tu donnes ta Mais fiche. non, mais pas du tout. Je dis simplement, je suis professeur et je m'arrête là. Ah, mais attends, tu as tout cassé. Tous ceux qui étaient derrière, qui attendaient. Je pensais que tu aurais fait monter la mayonnaise, Jacqueline. Plus tard. Alors, j'ai vu par contre sur Facebook que tu es un professeur que j'aurais aimé avoir. Parce que tes élèves, tu as une façon d'enseigner qui est particulière. Tu les impliques dans l'enseignement, tu leur permets d'être critiques, de se tromper, de chercher, Oui, c'est le but. Parce que bon, pour moi, apprendre, en tout cas pour eux, c'est pour devenir des adultes qui pourront apporter quelque chose à la société. Donc, il faut les faire réfléchir. Dans mes classes, souvent au début, ils sont un petit peu effrayés parce que je ne suis pas là pour les mettre à l'aise. D'accord. C'est pas le but. Mais au bout d'un moment, ils prennent le cours pour eux à bras le corps. Et par exemple, ce semestre, ils ont fait des contes. Des contes. Le cours, c'était sur les contes antillais des Caraïbes et de l'Afrique de l'Ouest. On a examiné des contes et à la fin, ils devaient faire leurs propres contes. Wow. Mais j'ai lu ça sur Facebook et ça doit être passionnant d'être dans tes cours. Alors, comment, en tant que Martiniquaise, tu arrives aux USA? Ici, tu te dévoiles, hein? Tu te déshabilles pas. Ah, c'est vrai? Ah bon, d'accord. Il a peur, hein? Je prépare le terrain pour. Non, c'est-à-dire que ça a commencé dans les années 1990, disons. Bon, j'étais à l'université des Antilles-Guyane et puis je suis partie tout d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis en tant qu'assistante de français. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien partager ma culture, mon héritage, non pas seulement français, mais antillais, dans un milieu anglophone. Et c'est différent que du milieu francophone? On est mieux perçu, on est plus exotique. Mais à partir du moment où ils entendent l'accent, you're French, ooh, from the Caribbean.
Donc, bien sûr, il y a toujours ce côté un petit peu exotique dont on peut profiter pour montrer qu'il y a beaucoup plus derrière, de toute façon. Bien sûr. Et ils connaissent un peu dans à New York ou aux États-Unis ou en Angleterre, la Martinique, ça leur parle ou... Non, c'est-à-dire qu'au début, je dis souvent à mes étudiants, s'il y a une chose dont vous allez vous rappeler en sortant de ce cours, c'est où se trouve la Martinique. Voilà. Parce qu'au début, quand j'y allais, Martinique, Mozambique, je dis non. Vous savez, des fois la géographie. Bien sûr. Mais je me rappelle une fois à New York, j'ai rencontré un Japonais qui connaissait Césaire. Ah oui, mais les Japonais, ils aiment bien Malavoie, ils aiment bien Césaire, ils parlent même le créole et puis ils aiment le rhum. Voilà, tout à fait. Donc, rhum. Donc, on rencontre des gens qui savent où se trouve la Martinique, surtout ceux qui ont, par exemple, fait des croisières ou qui aiment voyager. Donc, on a des contacts comme ça. Mes étudiants, pas toujours, mais à la fin du cours, oui. D'accord. Donc, vous pouvez lui poser des questions et elle vous en posera. Donc, s'il y a une question que vous voulez lui poser... Non, ça va pour l'instant. Prenez votre temps. Moi, j'aurais bien aimé lui demander, ce sont des étudiants en français, les cours se passent en français ou en anglais? Alors, j'ai les deux. Parce que j'ai une formation en littérature et en langue française, mais aussi en littérature africaine-américaine et en études féminines. Donc, j'ai un cours d'études féminines qui se passe en anglais. Et comme j'étudie le corps de la femme noire, donc j'en profite pour examiner des auteurs caribéens anglophones ou hispanophones traduits en anglais, ainsi que nos chers Chamoiseau et Confiant qui sont aussi traduits en anglais. Et à ce moment-là, ces cours se font en anglais. Et donc j'enseigne au niveau doctoral, mais aussi au niveau master, en français aussi. Et en français, j'ai fait des fois des cours de base, je m'appelle Jacqueline. Il faut bien passer par là. Mais j'aime vraiment le mélange de culture et de langue, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et c'est souvent bien d'aller à l'extérieur et de montrer aux gens, on est différents, mais on est similaires et on a des choses à s'apprendre les uns les autres. Assurément, c'est le corps féminin dans la littérature. Oui, non, c'est pas l'anatomie. Non, mais c'est la littérature, mais aussi parfois on fait des vidéos, on fait dans la culture, on fait des vidéoclips ou on fait la pub. De toute façon, vous voyez bien, le corps de la femme, il est partout. On essaie de manger une pomme, on regarde. On vend une voiture, il faut d'une femme. Voilà. On va faire des courses, on va acheter des baskets, il faut d'une femme, le plus souvent nue. De préférence. De préférence. Ça attire pour l'achat de la basket. On achète une tondeuse, il y a une femme qui la pousse. Non, même pas qui sert de tapis. Puis on passe la tondeuse. Je me souviens, oui, c'était fort. C'était pas mal, ça il y a 3-4 ans. Ah ben non. Donc c'est ça que j'examine avec eux. Pourquoi cette image? Donc c'est l'image de la femme. Oui. Tout support confondu. Oui, en général, parfois on fait. Mais il n'y a pas d'ethno ou de. Ouais, justement, c'est ce qu'on appelle cultural studies, c'est-à-dire que des fois il y a une approche qui est un petit peu de l'anthropologie, de la sociologie et littéraire. Moi, j'ai été formée de façon littéraire, donc je commence par les romans. Et puis comme les petits jeunes n'aiment pas toujours lire. Même là-bas? J'allais dire surtout là-bas, mais comme je travaille, je ne vais pas non plus cracher sur la soupe. Non, c'est-à-dire qu'il faut aussi des images pour leur montrer que ça nous entoure. Ils n'en ont pas toujours conscience. Quand on fait certains romans, par exemple, des romans des années 40, ils disent « Ah oui, à l'époque, les gens étaient vraiment sexistes. Mais maintenant, c'est mieux. » Attendez, on va voir une petite vidéo. Ouais. Et puis, ils se rendent compte que, ce sont des discours qui sont là depuis longtemps, mais qui continuent à nous toucher. Donc, c'est très intéressant de les voir, de voir l'esprit qui... Mais c'est pas la femme noire, c'est la femme. Alors, moi, je fais la femme noire. Je fais la femme noire parce que, elle est partout. D'accord. Je vais parler de la Vénus autantote. Oui, tout à fait. Ça, oui. Mon cours, je vais faire un cours au printemps, c'est la Vénus noire, Black Venus. Attends, c'est mignon ça. Voilà, donc je commence par la Vénus autantote et puis je regarde par exemple comment Mallarmé, Baudelaire ont construit la femme noire, Pierre Loti, Mayotte avec Jenny Manet. J'ai d'ailleurs aussi utilisé le livre de Dominique Lancastre à la fin pour montrer une vision différente d'un homme antillais sur la femme noire. C'est bien de montrer, heureusement que vous l'avez dit, que vous venez de l'Université des Antilles Guyane. Donc, pour les étudiants aujourd'hui qui sont à l'UAG, c'est bien de savoir que vous pouvez avoir des cursus autres que uniquement vers l'Europe ou évidemment vers les universités aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut profiter des avantages qu'on a. Quand j'étais à l'université, on pouvait aller en tant qu'assistante
aux États-Unis ou en Angleterre, et j'avais certains de mes amis qui ne voulaient pas partir de la Martinique. Mais bon, c'est pour un mois, un an, et puis il y a des avions. À Lexington, j'habite à côté d'un aéroport. Je peux habiter n'importe où, il me faut un aéroport. Alors, en parlant de copines de classe, il y a Sabine Andrivon-Milton qui nous regarde cet après-midi, à qui on fait un grand coucou et qui était avec toi au campus. Oui, alors, elle était avec moi au lycée Bellevue. D'accord. Et puis après, au campus. Et justement, elle est venue me voir mardi quand j'ai fait ma présentation à l'hôtel du département. Donc, c'est bien de rester en contact et de voir ce que les gens font. On part, mais on revient. Bien sûr. Alors, à quel moment tu t'intéresses à Jenny Manet, qui parle de Mayotte, ce roman du 18e siècle, c'est ça? 19e. Alors, Jenny Manet, Mayotte, je dirais que c'est un accident. Parfois, on trouve des choses qu'on ne les cherche pas. Alors, j'ai cherché des informations sur René Bonneville, un auteur blanc créole du 19e siècle, et j'étais à la bibliothèque Schellcher et je regardais les microfilms. Parce que je cherchais quelque chose sur lui, et j'ai vu le titre Mayotte. Alors j'ai dit, Mayotte, ça m'a fait penser à Mayotte Capicia, ça m'a fait aussi penser... Mayotte Dauphine aussi. Voilà, donc j'ai dit, tiens, c'est un nom de femme, et j'ai vu Jenny Manet. En général, dans mes recherches, c'est toujours des hommes qui écrivent. Je me suis dit, mon Dieu, serait-ce une femme noire qui écrit? Bon, je commençais déjà à avoir des frissons d'anticipation. Donc j'ai copié le texte que j'ai retranscrit, et après j'ai continué à regarder les différents numéros des colonies, et je me suis rendu compte que cette femme, c'était une Européenne qui était arrivée peut-être 2 ou 3 mois avant, qui s'était installée en Martinique et qui avait commencé à écrire des petites nouvelles dans les colonies, qui lui ont demandé après d'écrire un roman. Et je me suis dit, bon, ce serait intéressant malgré tout de voir comment elle nous représente. Parce qu'au début, quand j'ai lu le roman, je pensais vraiment que c'était une Martiniquaise. D'accord. Donc c'était intéressant de voir comment un visage étranger va avoir un regard sur nous qui pourtant devient un miroir intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre à disposition du public ce roman. D'accord. Alors, est-ce que tu nous lis un peu, qu'est-ce que tu vas nous lire dans ce roman? Alors, je vais... Pour nous... Oui, de toute façon, on le trouve en Martinique, il est disponible, il sera présenté à la bibliothèque ce soir, et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pourront le retrouver facilement. Oui, on va le retrouver, par exemple, demain à la librairie Présence Créole, de 10h à 12h30, où je vais faire une session signature, et puis c'est... Bon, pour l'instant, je sais qu'ils ont un certain nombre de livres là. Alors, tout d'abord, je voudrais juste vous lire l'espèce d'encart que le journal Les Colonies a fait pour promouvoir cette œuvre, pour vous montrer comment, à l'époque, on s'intéressait déjà à notre culture. Dans notre prochain numéro de janvier, qui paraîtra le jeudi 2, nous compenserons, ainsi que nous l'avons promis, notre feuilleton Mayotte. Ce roman, spécialement écrit pour le journal Les Colonies, n'est point un roman de cap et d'épée ou d'aventures invraisemblables, souvent fatigantes. C'est une histoire émouvante, racontée simplement, qui se déroule à travers 1000 péripéties dans notre beau pays de la Martinique. L'action principale se trouve au Trouvaillon, près de Saint-Pierre. De sympathiques figures créoles attachent et retiennent. Au milieu d'elles est mise en un saisissant relief la figure d'un jeune magistrat européen pris entre 2 amours dont le dénouement se produit au milieu de la catastrophe mémorable de 1891. C'était le cyclone. Voilà, qui a détruit une bonne partie de Saint-Pierre. Et il y a vraiment des descriptions qui sont très intéressantes dans le roman par rapport à cela. Ce qui m'a amené à regarder des photos aussi. Donc les globos existaient déjà alors? Les soaps brésiliens. Ça, c'est la version Isadora. Marimar, voilà. Et c'est nous qui avons commencé depuis 1896. C'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'on est accro à ça alors. Il y a une culture. Parce que bon, si je fais un petit peu le résumé de l'histoire, c'est cet homme européen, français, et qui va se retrouver pris entre 2 amours, une femme blanche créole pure et remarquable, et une belle capresse dangereuse et jalouse. J'ai pas lu le livre, mais je suppose qu'on a déjà une belle photographie du Saint-Pierre d'avant la catastrophe. Tout à fait. On sait déjà à quelques années de la catastrophe quel était un peu l'état d'esprit. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que pour moi ce roman est important, parce que c'est avant la catastrophe. Elle vous décrit le carnaval de Saint-Pierre, elle vous décrit la ville, les marchandes qui montent et qui descendent, comment les femmes sont habillées. Popote, par exemple, a 2 robes magnifiques.
Une pour la vie de tous les jours, une quand elle va entendre la musique lors de concerts municipaux. Donc c'est intéressant, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'aspect documentaire, enfin l'histoire aussi, mais c'est ce Saint-Pierre de la Troisième République qu'on ne connaît pas. Parce que les photos, souvent, on les voit après, quand tout est brûlé. Bien sûr. Et même peut-être Deslauriers, il n'a peut-être pas eu accès, parce que lui qui a fait son film avant, ce serait bien que... Non, mais je pense que c'est un roman qui était... En fait, c'est une histoire qui était peu connue. Il y a un certain nombre de livres, je pense au livre qu'a fait Léo Ursule sur la catastrophe, qui aussi racontait un petit peu, essayait de raconter, d'imaginer, parce que c'était plus de l'imagination, même s'il y avait des documents écrits, des documents scientifiques, là, à partir de documents scientifiques, sur le Saint-Pierre d'avant la catastrophe. Mais là, avoir ce récit direct de vie, de vécu. C'est encore, on est complètement dans l'action, mais on est dans le Saint-Pierre. Tout à fait, et même comme je disais, le Saint-Pierre d'avant même le cyclone. Oui, d'avant même le cyclone. Parce qu'on voit par exemple une description de la rade, des bateaux qui arrivent avant justement que certains soient détruits par le cyclone. Donc il y a une tradition qui avait déjà, une tradition qui a été un petit peu perdue, mais qui est là. Mais comme je dis, c'était un roman feuilleton, donc les lecteurs des colonies connaissaient très bien le roman. Mais mais je dirais qu'il y a des lecteurs de Guadeloupe qui ont écrit aussi aux colonies pour faire des commentaires sur le roman. Donc à l'époque, c'était un succès. D'accord. Nous, on ne connaît pas, mais les gens de l'époque, ils étaient au courant. Alors, tu nous lis un peu le début de l'intrigue. Alors, je vais commencer, puisque justement, l'introduction, dirons-nous, voilà, je vous lis la première partie. Il était 8 heures du soir. Déjà, le mot de départ circulait dans les groupes, lorsqu'une jeune fille proposa une immense farandole. C'était l'adieu à la fête, la folie dernière qui devait clore cette amusante journée. Tout le monde accepta avec des rires. L'orchestre, composé d'une flûte, d'un triangle et d'un tam-tam, commença sur un rythme allègre et dansant, l'air du précédent carnaval. Regina Coco, tarte à la vanille. Les jeunes filles... Tu devais chanter ça. Allez, allez, Regina. Je ne sais pas chanter. Non, c'est pas possible. Je chante faux. Alors oui, dis-toi, tu chantes bien. Non, mais Regina Coco... Non, mais voilà, c'est un beau morceau du patrimoine. Voilà. Donc, tout de suite, ça m'a attiré, parce que je me suis dit, tiens, automatiquement, ça nous donne une information historique sur l'origine de cette chanson, 1890. Oui, tout à fait. Et de voir, parce que justement, c'est une fête qui se fait sur la plantation de la famille Bonnemain, les Blancs créoles qui sont les personnages principaux, eux aussi chantaient les chansons de carnaval. Ah ben oui. Souvent, parfois, on pense que mais je pense que c'est séparé. Non, tout le monde était plongé et participait. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça commence par un chant de carnaval et on voit des gens qui s'amusent et qui dansent sur la plantation du Trouvaillon avant de redescendre vers Fort-de-France. C'est la notion de feuilleton aussi qui est intéressante parce que faut bien comprendre, on n'est pas à l'ère de la télévision, on regarde des séries, etc. Et là, c'est le journal qui servait de télévision, c'est-à-dire que c'est à travers le journal qu'on avait une chronique qui était reprise quand le journal paraissait à la fois suivante. Et à la fin, il y avait retrouvé la suite, comme on a dit tout à l'heure, dans le journal du 2 janvier, etc. Et donc ça tenait, je suppose, en haleine toute une population, alors une population qui savait lire, parce qu'on est quand même en 1891, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a 80% des Pirotins qui ne savaient pas lire, donc ça, on est bien d'accord là-dessus, mais ça n'empêche ceux qui savaient lire pour les autres. Absolument. Voilà. Il y avait une lecture publique, il y avait une lecture pour l'ensemble de la population. Parce que c'est un sujet qui intéresse. Voilà. Puisque on se retrouve dans l'intimité des béquets. Voilà. On voit par exemple la jeune Mahiette dans sa chambre en train de se coiffer, de se brocher les cheveux. On voit sa servante qui s'occupe d'elle, on les voit dans le jardin. Des choses qui pouvaient intéresser à l'époque. Qui intéressaient tout le monde parce que c'était aussi, vous avez bien raison de dire, dans l'intimité des béquets parce que c'était la grande question. Comment ils faisaient? Est-ce qu'ils faisaient comme nous? Est-ce qu'ils se coiffaient comme nous? Est-ce qu'ils se baignaient comme nous? Etc. etc. Donc ce genre de choses racontées devant un parterre de gens qui n'avaient pas accès au journal ou à la lecture, c'est quelque chose
C'est formidable. Et bon, comme c'est un feuilleton, il y a beaucoup de rebondissements, mais c'est ce qui est intéressant. Parfois c'est exagéré, il y a beaucoup de stéréotypes, mais ça nous donne quand même une vision parfois déformée, mais quand même une vision de l'époque, ou en tout cas de ceux qui intéressaient le lecteur. Parce que le lecteur, c'est ce qu'il voulait. C'est un roman qui avait été fait, commandité par le journal Les Colonies, dont le propriétaire était Marius Hurard, qui voulait justement développer cette culture, cet intérêt pour la culture antillaise à travers l'Union européenne. Oui, c'est beau quand même que ça nous arrive aujourd'hui et on ne pensait pas que ça se passait comme ça à l'époque. C'est surtout le fait d'avoir retrouvé tous ces textes et d'en avoir fait un livre que je vais m'empresser d'acheter, mais qui est surtout très intéressant pour une meilleure connaissance à la fois du Saint-Pierre d'aujourd'hui, de celui d'hier, et surtout par rapport à la vie politique et sociale qu'on a décrite sans pour autant avoir énormément de choses. Hein. Même au niveau historique, même sur la vie de Marius Hurard, par exemple, on ne connaît pas tellement de choses de lui, même si c'est un homme politique, socialiste, qui a créé un petit peu de choses député à Saint-Pierre, etc. Mais ça permet de connaître tout cet environnement dans lequel ces personnes évoluaient. Ce qui est intéressant avec Julie Manès, c'est que comme c'est un roman feuilleton qu'elle a voulu vendre, elle a quand même, si je puis dire, fait disparaître certains problèmes. Enfin, je vais parler de cela ce soir. Elle a édulcoré certaines choses. Mais quand on lit les numéros des journaux des colonies et de l'opinion, waouh! Ça y allait. Hein. Ça se battait en voie d'insulte par journal interposé. C'est-à-dire que c'est des journaux qu'il faut vraiment redécouvrir et il faut vraiment faire des recherches pour trouver. Parce que vous les lisez, là par contre la vie politique, ils étaient engagés. Mais je crois que confiant dans les Saint-Aubert, il en parle un peu dans son roman de ces joutes. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les journaux. Il y a Édouard Delépine qui a fait un excellent travail sur la presse avant la catastrophe, la presse de Saint-Pierre avant la catastrophe, et effectivement l'opinion ou les colonies, des journaux opposés. Et donc, il n'y avait pas que, parce qu'il faut savoir, on a l'impression que le journal, c'est quelque chose qui est apparu au XXe siècle avec la création, à la limite avec la création de France Antilles, mais c'est pas du tout ça. Il y avait à Saint-Pierre 3 ou 4 quotidiens qui paraissaient, donc ça veut dire 3 ou 4 journaux tous les jours. Bon, bien sûr, c'était des petites feuilles de chou, ce qu'on appelait des feuilles de chou, je m'excuse, mais des journaux d'une page, qui n'avaient pas un rythme suffisamment régulier pour tenir peut-être, mais il n'y avait que ça. Il y avait quand même un bon nombre de lecteurs. Et qui étaient intéressés à la vie politique. Ouais. Alors, on va faire une petite pause pour accueillir quelqu'un qui nous rejoint, parce qu'on va parler aussi d'intolérance au gluten et on va déguster, puisque c'est Noël, j'ai pensé à toi, puisque c'est Noël, une bûche sans gluten. C'est pas vrai. Oui. Donc, une petite pause, elle nous rejoint et on revient tout de suite. Gardez la vie, moi, qu'à passer.
métier moi qui fait les gens parler, pas qu'arrêter trembler parce que c'est où moi aïe coco acabonini, aïe nini acaboko, coco bonini, coco bonini, oui non, oh coco bonini, oui. C'est ça qui dit. Bisous. C'est ça, bébé. Aïe, coco, acabonini. Minini, acaboko. Coco bonini, oui, n'oubliez pas. Coco bonini, oui. Coco café sonné, Nini café sonné, Coco café sonné, Nini café sonné, Nini café sonné, Coco café sonné, Nini café sonné, Coco café sonné, Nini café sonné, Nini café voyager, Bonjour Katie, merci d'être là. Alors Katie, je ne sais pas si on voit le beau gâteau. Est-ce qu'on le voit? Ce sera là. Tu n'as pas le droit de rire, toi. On le voit, il est à l'antenne. Vous le voyez? Regardez. Est-ce qu'on ne voit pas grand-chose? Comment on ne voit pas Dans l'autre grand-chose? sens. Ah, bravo! Ah, c'est beau, hein. Toi, ça C'est beau. brille. C'est pour toi, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, merci Katie de nous rejoindre. Donc, toi, tu montes une entreprise et tu vas faire des produits sans gluten. Tout à fait, oui. Nous montons en fait, nous sommes une boulangerie-pâtisserie en création dont la spécialité sont les pains et les pâtisseries sans gluten, mais aussi sans lait de vache. Parce qu'il y a beaucoup d'intolérance au gluten dû aux produits comment on dit, industrialisés. Parce qu'avant, on n'entendait pas parler de ces intolérances au gluten. Et c'est bien Jacqueline. Oui. Jacqueline était contente de te rencontrer parce qu'elle dit que toi, tu as des intolérances au gluten. Oui, Jacqueline. tout à fait. Donc, j'ai découvert ça on en voit un médecin il y a 3 ans. Donc, quand Guylaine m'a dit que vous veniez, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre des notes et prendre votre adresse. D'accord. Parce que c'est toujours bon, quand on revient en Martinique, il y a des endroits où on peut trouver des produits pour faire des gâteaux, mais bon, c'est vrai que savoir qu'il y a une pâtisserie, on pourrait carrément déjà les acheter, ce serait beaucoup mieux. Mais c'est un peu le constat que j'ai fait en fait, lorsque j'ai su que je suis moi aussi intolérante au gluten et au lait de vache. Parce que je suis une grande gourmande et j'ai dû me rendre à l'évidence quand mon médecin m'a annoncé qu'il fallait arrêter tout produit contenant du gluten et du lait de vache, que je ne pouvais pas faire autrement parce que j'étais vraiment trop malade quand j'en consommais. Donc il a fallu que je cherche des solutions, j'en ai trouvé et nous les faisons partager aux autres à travers cette boulangerie que nous créons. C'est sympa ça, hein? C'est bien, C'est une belle histoire et puis surtout de rebondir comme ça en créant une entreprise parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a l'ITV du docteur Jean-Marie, oui, non? Parce qu'il nous expliquait qu'est-ce que c'est. Oui? D'accord. Et on va voir ça tout à l'heure, docteur Jean-Marie nous expliquait maintenant qu'est-ce que l'intolérance au gluten ou l'allergie au gluten parce que c'est pas pareil. Comment on fait? Ce sont les inconvénients du direct. C'est tout de suite, c'est tout à l'heure? Ton oreillette. Non, mon oreillette, elle ne fonctionne pas bien.
demandé de vous dire quelques mots à propos du gluten. Alors, en ce moment, c'est une grande mode. Les gens se disent allergiques au gluten, intolérants au gluten. Or, il y a une différence entre les deux. Une allergie, c'est quelque chose qui se manifeste de façon brutale et avec des maux de ventre, des maux de tête, et puis quelquefois une perte de connaissance. C'est ça une véritable allergie ou un édème de Quick. Une intolérance, c'est autre chose. Elle s'installe à bas bruit. Et la majorité des gens qui parlent de gluten sont intolérants au gluten. Alors, les symptômes, c'est ça. Mal au ventre, mal à la tête, mauvaise digestion, quelquefois des suées, mal dormir. Donc je souhaiterais que vous fassiez cette différence qui est importante. Et pour savoir si on est intolérant au gluten, il y a un bilan sanguin, le seul, un bilan sanguin qui va vous dire si vous avez des enzymes qui favorisent cette intolérance. Donc de grâce, ne confondons pas les choses. Juste pour quelques exemples, il faut éviter de boire tout ce qui est fermenté, la bière, même le vin, le whisky, la vodka, toutes ces boissons qui sont fermentées, il faut éviter de les boire parce qu'elles contiennent du gluten. Et puis toutes les céréales. Alors le petit déjeuner avec des céréales qu'on achète au supermarché, c'est une catastrophe quand on fait une intolérance au gluten. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Quand on consomme des céréales des supermarchés, tous les produits céréaliers. Ça, c'est des graines. Et on trouve ça partout. Partout. Parce que c'est même caché des fois dans les épices. Il faut regarder, c'est comme c'est quelque chose qui épaissit, c'est un épaississant, le gluten. On le met aussi dans les épices. Donc moi, je passe ma vie à regarder derrière, l'étiquette, derrière tous les produits. Alors, se cache dans les épices, se cache partout. En fait, le gluten, c'est une protéine que l'on retrouve principalement dans 5 céréales. Le blé, le seigle, l'avoine, l'orge et les poutres. Et effectivement, beaucoup d'aliments sont épaissis avec la farine de blé. Donc, effectivement, il faut constamment lire, relire les étiquettes pour vérifier la composition des aliments. Et l'AFTIAG, qui est l'Association française des intolérants au gluten, affirme qu'il n'y a pas de gluten dans le sirop de glucose fructose de blé ainsi que la dextrose de blé. Mais il s'avère que certaines personnes intolérantes ne digèrent pas ces aliments-là, ce qui est mon cas. Lorsque j'en consomme, je mets beaucoup de temps à les digérer en fait, et il m'incombe une très grande fatigue. Qui m'empêche de fonctionner, qui m'empêche de vivre tout simplement parce que dès mon lever, je n'ai qu'une seule envie, c'est dormir. Voilà. Oui, alors heureusement, bravo, il faut la féliciter quand même pour on va goûter à ça. Alors on va vous faire gagner maintenant le Noël enchanté des enfants avec toi, Joanne Juston. Alors parle-nous de cette grande manifestation, première édition à Madjana, dès aujourd'hui et puis dès demain surtout. Ah non, qui a commencé aujourd'hui. Grande, c'est très bien parce qu'on a commencé le lundi. Wow, et que ça finit tu vois, mardi. C'est vrai que c'est un peu long. Oui, on a commencé lundi parce qu'on souhaitait également faire cette proposition-là aux scolaires. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réservations. Pour le grand public, ça a commencé hier et ça finit mardi. Il n'y a pas de séance dimanche. Donc c'est tous les matins à 9h30 et ce qu'on propose c'est un programme de 8 contes qui sont écrits et réalisés par Michel Oslo qui est celui qui a réalisé Kirikou. Donc avant Kirikou il faisait déjà des choses et ces dessins animés sont réalisés en papier découpé. Donc encore une fois mon propos c'est vraiment de proposer des choses alternatives, intelligentes, qui construisent et on se rend compte que même en faisant en faisant l'économie des effets spéciaux, quelque chose de très esthétique, avec un travail sur les bruitages. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est le niveau de langage, parce qu'on parle français correctement. Il n'y a pas d'argot, on apprend des mots, etc. On se rend compte que les enfants exultent. Et au milieu, on a une animation avec un clown pour pouvoir les dégondir un peu parce qu'ils sont assez petits. C'est dès 3 ans. Puisqu'on accepte les enfants à partir de 3 ans. Donc on a 2 sets de 45 minutes et au bout d'un moment, les enfants ils ont des problèmes d'attention, il faut qu'ils bougent, etc. Donc on fait une animation qui met le feu.
On ira alors. J'ai publié quelques vidéos, mais c'est hallucinant, quoi. Bon, et les enfants, quand je leur demande, mais alors, vous avez préféré le clown ou les films, ils sont vraiment très partagés parce que finalement, les films leur parlent autant. Et bon, moi, je suis un peu chagrin quand je vois que des classes préfèrent aller voir des je sais pas, quelque chose comme l'ours Paddington. Je me dis, bon, ouais, quoi. Mais il y a quand même des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus poétiques. Mais toi, tu éduques le jeune public, puisqu'avec le dernier festival Jeune Image, on s'est régalé. Ben oui, mais c'est ça mon propos. Averti, disons par rapport à ce festival de juillet-août, alors, là, si le Noël enchanté, quel est le plus? Alors, si tu veux, aujourd'hui, on voit cet aspect-là sous une forme cinématographique, mais c'est vrai que mon propos au départ, c'est de nourrir correctement les enfants. Parce qu'en fait, les enfants sont des adultes en construction. Et moi, il me semble qu'en Martinique, comme tu le disais en préambule, on ne prend pas suffisamment la mesure de ce temps qu'est l'enfance, qui pour moi est un temps qui devrait être celui de l'innocence. Et en fait, les enfants sont projetés très rapidement dans un univers qui est un univers dur, vulgaire. On a parlé tout à l'heure de la représentation de la femme partout, dans les clips, etc. Et il ne s'agit pas de les protéger ou de les mettre dans des bulles, mais il s'agit à un moment donné de dire stop, quoi. On fait une pause, on se rappelle qu'on est petit, qu'on a été enfant, etc. Et on respire. Et on a vraiment les adultes qui viennent, bon, tu es venu, quoi, qui sont enchantés. Oui. Moi, et tout ça. Moi, je me régale chaque fois, quoi. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir choisir ce que je propose. Mais le filtre, c'est toujours l'enfant que je suis restée, quoi. Et quand j'ai mes yeux qui brillent et tout, je me dis, ah, ça va leur plaire. Et je suis contente jusque-là. Je crois que je réponds plutôt, ouais, que je leur propose des choses qui... Très, très belles. Ouais. Très, très belles et avec une belle esthétique. Donc voilà, donc... Alors malheureusement, on ne pourra pas voir des extraits, hein, parce que madame est venue sans les DVD. Vous pensez bien? C'est faux. Je les ai dans mon sac. Pas à la bonne heure. Et donc vous allez gagner quand même. Elle vous offre combien de places qu'on fait au on avait dit quoi? 5 5 ou 4? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si vous appelez au 05 96 71 27 07, eh bien, vous avez de la chance de gagner une place ou deux. On va faire par deux. On fait par deux. Ouais. 2 places. Eh bien, tout de suite, si vous nous dites comment s'appelle la première édition du Noël enchanté des enfants à Madjana. Alors, Attends, mais tu vas voir. Attends, je vais quand même continuer à parler de mais oui, en attendant qu'il compose le numéro. Donc, en fait, il y a 8 comptes au total. Il y a 6 contes qui sont issus d'un programme qui s'appelle Prince et Princesse, qu'il a fait avec du papier découpé avant Kirikou. Oui. Et ensuite, après Kirikou, il a fait les contes de la nuit. Et dans les contes de la nuit, comme c'est quelqu'un qui a vécu en Afrique et qui s'est senti profondément africain pendant très longtemps, à tel point que quand il est arrivé en France, il s'est senti complètement pas à sa place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait Kirikou, etc. Il a fait 2 contes qui sont un conte qui se passe aux Antilles, avec Tijan, qui s'appelle Tijan et la Belle sans connaître, et un autre conte qui s'appelle Le Garçon Tam Tam. Alors ce qui est intéressant avec Tijan et la Belle sans connaître, c'est que c'est vraiment... Alors, il s'amuse parce qu'il leur donne un accent, qui a un accent, et il s'amuse sur la notion d'accent parce que Tijan dit à l'autre, mais non, c'est toi qui as un accent, moi j'ai pas d'accent, moi je suis antillais, donc j'ai... Voilà, chaque personne a son accent finalement. Oui. Et on se rend compte qu'il a vraiment fait des recherches. Il parle de plantes datura, de choses que j'avais complètement oubliées, de madras, etc. Et moi, j'ai une copine qui m'a rappelé après pour me faire discuter avec ses enfants qui avaient assisté. Et les enfants sont émerveillés. Ce qu'ils ont retenu, c'est vraiment Tijan et l'histoire, quoi, et les expressions, et voilà. Donc, il y a quelqu'un au téléphone. Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais dès qu'il y a de la lumière, je dis bonjour, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, votre prénom? Du Diamant, moi c'est Jean. Du Diamant, Jean. Oui. Alors Jean, comment s'appelle la première édition de cette manifestation? J'avoue que je viens de prendre l'émission en cours. D'accord. Et je vais juste... j'ai bon, c'est pas grave. Alors, vous voulez aller... Vous avez des enfants? Oui, j'en ai, oui, tout à fait. Vous avez ils ont quel âge, vos enfants? Non, c'est vraiment l'âge, 10 ans, 11 ans, c'est l'âge. Ils ont quel âge? 10 ans et 11 ans. 6 ans et 11 ans. Non, 10 ans, 11 ans. Parfait. 10 ans. 10 ans et 11 ans.
Est-ce que c'est parfait? Bah, c'est pour les enfants de 3 à 77 ans. Alors, c'est Jean? Jean? Jean, Oui, c'est bien quelle ça. question que tu lui poses pour gagner? On gagne facilement comme ça, juste avec un appel, il ne connaît c'est pas ton le jeu, titre. Non, mais ça, on est en plein Noël, alors j'ai dit j'appelle quand même. Au moins, vous souhaitez joyeux Noël à tout le monde sur le plateau. hein. Yvon, merci. Merci beaucoup. Mérite de Est-ce que vous pouvez nous dire joyeux Noël en anglais? I wish you a Merry Christmas C'est bon. Ah, il a gagné. and a Happy New Year, a good fat pig, also a cake and a pocket full of money. Pardon? A pocket full of money. Oui, ça aussi. Merci. Une poche remplie d'argent. Bon, eh ben Jean, d'accord, eh ben Jean a gagné 2 places Qui vient récupérer ici. qui vient récupérer Azouk TV. Oui, quand? Alors pour le jour. Pour quel jour? Le jour qu'il veut. Alors, le jour que vous voulez, Jean, mais avant mardi. Hein. Ouais. Ça se termine mardi. On va se faire ça mardi. Lundi et mardi. Samedi, lundi, Mardi. mardi. 9h30. Donc, on est vendredi aujourd'hui. Oui. 9h30. Mais je vais donner demain après-midi. Demain après-midi, vous pourrez venir. Ça commence à 9h30 et ça dure 2 heures. Ça commence à 9h30 et ça dure 2 heures. Merci beaucoup, Jean. Oh. Non, merci beaucoup. Alors voilà, vous pouvez comme Jean appeler, il reste encore 2 places à faire gagner au 05 96 71 27 07. Et là, vous allez nous dire comment s'appelle le roman que nous présente Jacqueline Couty, Mayotte, hein, qu'elle présente ce soir à la bibliothèque Schellcher à 18h30. Est-ce que tu as fini avec ta présentation, mais il reste encore à dire? Qu'en penses-tu? Non, mais Jacqueline, est-ce que tu veux lui poser des questions? Oui, alors j'aimerais savoir d'où vous êtes venu, ou d'où était venue cette idée pour un projet. Donc, c'est clair que j'ai senti un amour pour les enfants. Oui. Mais pourquoi les contes? Et pourquoi avoir organisé cela en tant que cette manifestation à Noël, par exemple? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, Pourquoi les contes? La première question, c'est pourquoi les contes? Non, c'est pourquoi les enfants. Pourquoi les enfants? Bon, tais-toi. Pourquoi les contes? Donc, en fait, alors oui, je pense qu'il y a un propos initial qui est celui de l'enfance dans pratiquement tout ce que je fais depuis. Allez, je ne vais pas dévoiler mon âge, mais depuis les 10 dernières années. Depuis un petit moment. Voilà, depuis un petit moment. Bon, j'ai commencé par faire un festival de dessin animé parce que je trouvais, en tant que Martiniquaise, que j'étais très enfermée dans notre culture. Et moi, j'avais envie de me sentir, alors je ne vais pas dire vivante, mais vivifiée par des apports extérieurs. Et je trouvais que c'était intéressant de confronter notre vécu, notre réalité, notre culture à celle des autres pour éventuellement rebondir et faire d'autres propositions aussi. Et au risque de choquer certains, c'est vrai que j'en avais un peu assez et de la négritude et de Césaire et de tous les autres. Et donc je me suis dit, bon, c'est bien de savoir qui on est, etc. Mais à un moment donné, il faut pouvoir jeter des passerelles vers l'avenir. Et donc j'ai commencé par ce festival et puis au fur et à mesure j'ai commencé à organiser d'autres propositions. Alors les contes, parce que l'écriture a toujours été très importante dans l'écriture et les livres dans mon éducation et dans ma vie. Donc et puis les contes, c'est le merveilleux, et moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette espèce de temps suspendu où on rêve, on est bien, on a les yeux qui brillent et on est émerveillé. Ouais, voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'où mes petites... voilà. Mais c'est une artiste aussi, elle fait des bijoux, elle fait des choses. Oui, je dis qu'on va parler on va de ces petites bananes. Bon, voilà. On va essayer de pas tout mélanger. Alors, avec le seul homme de l'après-midi, C'est ma chance. on va parler des 100 grands témoins de la Martinique. Moi, ce livre, il est magnifique, il est beau. On a la première de couverture. Regarde comment il est beau. Et c'est bien, on parle de nous. Oui, on parle de nous parce que et on parle de nous à la fois au passé, au présent et et pour l'avenir, parce que c'est un livre, j'ai tendance à l'appeler un livre de mémoire, parce c'est quelque chose qu'on a très peu nous, Oui. et on a très peu également dans ma profession, puisque je suis journaliste de profession et qu'on a tendance
dire que nous sommes un peu les historiens de l'instant. C'est vrai que nous sommes un peu la tête dans le guidon tous les jours, à traiter de ce qui se fait le jour même, en oubliant hier et en pensant déjà un petit peu, mais un petit peu seulement à demain. Mais je ne savais pas qu'à France Antique, c'est toutes les semaines? Non, c'est une fois par mois. Le premier mercredi du mois, on s'arrête un petit peu et on consacre 2 pages de notre édition de ce jour-là à un grand témoin, c'est-à-dire à quelqu'un qu'on estime qui a fait quelque chose, qui a réalisé quelque chose pour la Martinique. Et c'est une compilation de tout ça, avec une réécriture, bien entendu, puisque c'est pas écrit tout à fait de la même manière, et c'est pas de l'année, parce que ces 100 grands témoins ont été réunis sur 8 années, c'est-à-dire entre février 2006 et septembre 2014. Donc il y a un panel quand même relativement important qui fait qu'on a compiler ça dans un ouvrage qu'on voulait un peu de luxe. Et ce que j'ai aimé, c'est que je m'attendais à trouver que des hommes célèbres, illustres, et c'est monsieur, madame, tout le monde. Absolument. C'est ça qui est merveilleux. Oui, c'est-à-dire que la notion de grand témoin, la notion de grand témoin, c'est pas parce qu'il y a le mot grand qu'il faut voir tout de suite que l'homme de lettres, toujours les mêmes. Voilà, ceux qui ont fait des études, qui ont un CV grand comme ça, etc. C'est pas ça. On a toutes les catégories sociales, toutes les catégories professionnelles, on a des femmes et des hommes dont on a jugé qu'ils ont apporté quelque chose à la Martinique. Ils ont apporté dans leur milieu, qu'il soit culturel, associatif. J'ai bien aimé, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est le grand témoin, c'est cette femme qui avait raconté les 16 de Basse-Pointe et qui... Madame Cabrimol. Madame Cabrimol, Madame Cabrimol, c'est justement, on est loin du CV d'Aimé Césaire ou de Pierre Aliquer, qui sont aussi dans ce livre, bien entendu. Mais Madame Cabrimol, par exemple, Montoy, elle s'appelle, a été une des femmes qui a participé aux grandes grèves de février 1974 sur les habitations du Nord Atlantique, et qui raconte avec sa verve et avec je dirais son parler, son vécu d'agriculturiste de la banane, monnaie en banane, macaïmon en banane, comme elle dit, et c'est ça un grand témoin, c'est quelqu'un qui pose la mémoire à un moment donné et qu'à travers elle, on ne peut pas oublier à la fois février 1974, mais aussi tous les agriculteurs qui ont marqué l'histoire qui ont fait l'agriculture d'aujourd'hui, l'histoire de la Martinique d'une manière générale. Donc c'est pas, le mot, c'est pas, il faut pas y voir un livre où on a mis des gens célèbres, c'est pas ça, hein, ça servirait strictement à rien. D'abord, il y a des gens qui font ça mieux que nous, et puis ça sert, à mon avis, pas à grand-chose pour la Martinique de se dire, eh bien, on va compiler tous les gens qui ont réussi dans la vie. C'est pas des gens qui ont obligatoirement réussi au sens social du terme, ce sont des gens qui ont laissé une trace. Qui laisse un chemin, une balise à suivre. C'est ça qui est important. C'est intéressant qu'il y ait des personnes qui sont toujours vivantes. Oui, la plupart sont toujours vivantes. Donc ce sont des gens qui, à mon avis, c'est aussi un document de recherche anthropologique et également sociologique, c'est-à-dire que pour des chercheurs universitaires, par exemple. À partir de ça, c'est le XXe siècle martiniquais qui est là, qui est compilé dans cet ouvrage. Et à partir de ça, ils peuvent retourner voir encore ces personnes qui sont encore vivantes et approfondir certains aspects. Je ne sais pas, on a des marins pêcheurs, par exemple, sur les techniques de pêche ancestrales, comment ils travaillaient, comment ils font aujourd'hui ou hier. Et quelqu'un qui s'intéresse à la mer ou à la pêche, qui travaille sur une thèse sur la pêche ancestrale en Martinique, peut encore aller voir des gens comme ça, ou dans d'autres domaines, hein, pas seulement la pêche. C'est ça que j'appelle un phare, une balise, quelque chose, un chemin, un peu comme le petit poussin, on sème, et puis on suit jusqu'à rencontrer la Martinique, j'aime pas le mot profonde, mais la Martinique authentique. Donc, moi j'aime bien l'idée, puisque la littérature, bon, je l'étudie, c'est très bien, mais c'est un petit peu parfois trop centré sur une certaine élite intellectuelle, alors que la culture, et aussi la culture martiniquaise, c'est tous les acteurs qui travaillent, qui ont aussi une pensée, et qui ont aussi une idée de ce que leur culture
doit être ou comment ils l'aperçoivent. Et bon, en parlant avec des amis, avec ses parents, ses grands-parents, on a aussi une idée de ce que nous sommes. Donc je pense que c'est important un ouvrage comme bien ça. sûr. Juste pour dire qu'on a effectivement des hommes de lettres et des universitaires ou quelques personnages dans ce livre, mais on ne va pas y trouver ni Confiant ni Chamoiseau, par exemple, qui sont des hommes d'abord, même si pour plus tard ils vont laisser une trace, ils laissent une trace avec leur roman, mais nous n'avons pas estimé qu'ils pouvaient faire partie aujourd'hui, en tout cas, de ces 100 grands témoins. Mais c'est des gens de tous les milieux culturels, sociaux, économiques, etc. Tu voulais dire Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit aussi des gens qui font la Martinique. Parce que souvent, on pense la Martinique et puis c'est des personnes qui sont mises à l'honneur, sont des personnes qui parlent et qui pensent la Martinique. Mais la Martinique, c'est ce qu'on en fait. Et je trouve que ça, justement, c'est bien. Ce sont les gens qui font la Martinique et qui sont finalement le reflet de ce qu'est notre âme, notre culture. Et je pense que ce serait intéressant de travailler sur ça avec les enfants, trouver des outils d'appropriation, de médiation, pourquoi pas une exposition à partir de ça pour les enfants, etc. Enfin, c'est une... c'est bien. Ah oui, elle travaille. Alors, c'était pour les 50 ans du France Antille. Voilà, ça fait partie de... Enfin, on a profité des 50 ans du journal pour sortir cet ouvrage, mais ce n'est pas lié aux 50 ans. Mais voilà, c'est autour, c'est vouloir montrer qu'il y a aussi chez nous des gens exceptionnels et qu'on a tendance à sortir, à montrer, dont on a tendance à parler après leur décès. Tout à fait. On a tendance à attendre que telle ou telle personne soit décédée pour dire « Ah, comme elle avait fait des choses, comme il avait fait des choses », et puis c'est des nécrologies. Et si on passe notre temps à faire des nécrologies, on n'avancera pas. Il faut rencontrer les gens de leur vivant, et comme disait Joanne tout à l'heure, il faut montrer que c'est eux qui ont fait. Ils ont mis la main pour... Ce sont des héros. Voilà, ils ont mis la main pour fructifier cette Martinique. C'est pas uniquement des théoriciens de la Martinique, comme on dit. À un moment, on avait une difficulté à qualifier qu'est-ce qu'un héros. Donc, oui, ce sont des héros, ce sont des personnes qui montrent le chemin et qu'on peut suivre et qu'on peut... c'est ça. Alors, qui c'est qui te plaît là-dedans? Moi, j'ai bien aimé Madame Cabrimol, et toi, Joanne? Alors, j'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder le livre. Alors, il est disponible Alors, il est disponible dans toutes les librairies. Déjà, dans toutes les librairies déjà, et dans un certain nombre de points de vente hors les librairies. Alors, c'est un livre, tu as eu bien raison de dire qu'il est beau, il est magnifique. Il est magnifique. Il ne coûte que 19,90 €. Il n'est pas cher du tout. On a absolument tenu à le faire à moins de 20 €. 19,90, c'est pour bien montrer qu'il fait partie de ce patrimoine et donc partie de la Martinique, c'est-à-dire que pour que le maximum de personnes possibles puissent en faire. Voilà. Donc, au lieu d'acheter puissent en faire l'acquisition. Voilà. Faites un beau cadeau de Noël qui parle de nous, et on peut le trouver aussi chez toi, jusqu'à France Antille. Oui, tout à fait. À France Antille également, il est également disponible. Mais à mon avis, c'est un document de la mémoire et c'est un beau cadeau à faire à ses parents, à ses amis, surtout à ceux qui ont un petit peu décroché de la Martinique, comme par exemple Jacqueline qui a peut-être... J'ai décroché, sans décrocher. Je reviens. Oui, parce qu'elle n'a pas décroché de Saint-Pierre, en tout cas. Non, mais, tu reviens en parlant de nous en plus. Voilà, mais en plus, elle pourra le montrer à ses étudiants, elle pourra le montrer à ses amis américaines et américains. Voilà, donc ce sera un beau cadeau aussi. Alors, on peut retrouver dedans Génie Alpha, on peut retrouver dedans, bien sûr, Césaire Aliker, Jacqueline Labbé, à qui on fait coucou. Donc il y a des politiques, il y a des gens comme Sophie-Henri Bibasque pour le carnaval. On a des gens comme Félix Caserus, le Belay de Sainte-Marie. On a des gens comme Henri Melon qui... que j'adore. Tu connais Henri Melon, homme de théâtre, qui était au lycée Schellcher à Henri Melon. Un gros coucou à Henri. Madame Monplaisir, on a des gens comme Bernard Régis, qui est le premier présentateur de télévision à la Martinique. On a
des gens qui ne sont plus là, comme Roland Suvelor, mais qu'on a eu le temps de rencontrer de son vivant pour montrer un petit peu comment cet homme de culture a marqué la Martinique. On a des gens comme Maurice Jallier, qui est un homme qu'on reçoit, qui vient souvent à Zouk TV, de folklore, qui chante. À Zouk TV, je crois que vous recevez aussi, enfin il a une émission à Zouk TV, on a Maurice Alcindor aussi, qui fait partie de ces grands témoins. Enfin, il y a toute une série de gens, il y en a 100, donc c'est un peu difficile de les citer tous, mais c'est des gens qui sont de manière... C'est la Martinique éclectique, la Martinique femmes et hommes, vivante, riche de ces hommes et de ces femmes qui poursuivent le chemin. Alors, les mains, ce sont les mains de qui? Alors, j'hésitais... Alors, je ne vais pas vous dire que ce sont les mains d'un grand témoin en particulier, ça peut-être, c'est en tout cas la symbolique à la fois de la confession, c'est-à-dire de quelqu'un qui se livre, mais c'est aussi la symbolique du lien. On a voulu par les mains montrer la symbolique du lien. C'est par ce ne sont pas des mains célèbres. Non, c'est pas des mains illustres. C'est des mains de héros. C'est l'anonymat des mains pour montrer que justement on n'a pas choisi des mains d'une personne en particulier. C'est des mains qui font la liaison justement entre les générations, qui montrent qu'on est lié. On est lié par cette mémoire. Et cette mémoire, il faut la préserver. C'est à la fois la préservation, la confession. C'est pour ça qu'on a choisi cette image, ce symbole. Elle est de qui? Parce qu'elle est belle, la photo. La photo, elle est de Fernand Bibas. Non, c'est Fernand Bibas. Ouais. Qui était photographe, justement. Voilà. Qui est photographe. Qui est photographe et qui a participé à une bonne partie des photos du livre. Mais ça se fait toujours avec la bibliothèque Chelcher, les grands témoins? Oui, on a eu une présentation de cet ouvrage cette semaine à la bibliothèque Chelcher. C'était hier soir d'ailleurs, et ça s'est très très bien passé avec une grande partie des grands témoins qui étaient présents. Voilà. Ils sont occupés, la bibliothèque Chelcher. On a raté ça. Ils sont occupés puisque ce soir c'est... Voilà. Alors je fais un coucou à Olga que j'ai rencontrée à Présence Créole. Et puis, alors je vais vous raconter une petite histoire, c'est un conte. On est vu de par le monde parce que j'étais à Paris la semaine dernière et bien sûr, je hors de marché, il pleut, tu t'imagines quand même, pas mon camaché, et un monsieur sort de chez lui, de son immeuble, et je vois qu'il a des clés de voiture. Je me dis, ah super, attends, il a des clés, je vais pas marcher. Et je dis au monsieur, s'il vous plaît, vous n'allez pas vers le métro. Attends, le métro, c'est 6 arrêts de bus, hein. C'est pas rien. Attends, Jacqueline. Ça, la forme. Ah non, bon Dieu, j'ai horreur de ça. Et donc, je lui demande, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez pas me rapprocher du métro? Il a hésité, il s'est dit, mais c'est quoi celle-là quand même? Ça se fait pas chez nous. Et puis, il a eu pitié de moi sous la pluie et il m'a dit, oui, ben, je veux bien. Et une fois dans sa voiture, il me regarde, il doit se dire, pourquoi il me regarde? Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mon coup, c'est peur. C'était un Africain. D'accord. Et donc, il me dit, mais vous ne travaillez pas à Zouk Télévision? Et voilà, on est regardé jusqu'à là à Antony. Et je fais un coucou à Chamberlain qui m'a pris en stop à Antony et qui regarde Zouk Télévision. Elle est pas belle l'histoire? Tu n'as pas eu peur? Quand il m'a dit non, et puis après il m'a dit Juliette Smeralda, il m'a dit, donc j'ai dit bon ça va, donc mais qui regarde donc coucou à toutes ces personnes qui nous regardent en Guyane, à Paris, sur Mediaserve, sur la télé d'Orange, la télé de Bouygues et tous les Antillais à Lyon partout qui nous regardent et qui vous regardent. Et merci à vous de faire ces émissions qui sont appréciées de par le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter, Kitty, sur le gluten? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter qu'on n'a pas dit? Une adresse, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment ça se passe? Est-ce qu'on te téléphone? Alors, une page Facebook. Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Petit Plaisir sans gluten. On peut y voir en fait les pâtisseries que nous faisons au quotidien. Donc nos produits sont disponibles sur commande pour le moment puisque nous ne sommes pas encore installés dans notre magasin. L'ouverture est prochaine et voilà. Numéro de téléphone? Le 0696 05 41 82.
Super. Donc, pendant ces fêtes, tu pourras proposer aux personnes intolérantes de passer des bonnes fêtes. Tu feras des pâtés, tu feras des bûches, tout ce qui est autour de Noël. Alors oui, effectivement, pendant les fêtes, nous proposons des bûches. Nous en avons 5. Nous proposons des pâtés salés et des liqueurs, les chères liqueurs de chez nous, le punch coco, le punch cacahuète et l'alexandra, sans lait de vache. Bon? Oui. Et vous mettez du lait de brebis? Non, pas de lait de brebis non plus, sans lait animal. Du lait d'amande? Du lait C'est d'amande? remplacé par des boissons végétales, voilà. D'accord. Bon. On va te dire comment on fait. Bon, mais là, bon. Surtout pas, alors c'est Bon, et la prochaine fois que tu vas venir, on va déguster parce que là, on va manger ça tout à l'heure, mais on va manger tout à l'heure, mais il faut finalement, il faut que je Alors, est-ce que tu as tout dit, Rudy, par rapport au grand témoin? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, dire par exemple qu'il y aura une nouvelle séance de dédicace sans doute le 23 à la librairie antillaise de la Galeria, le 23 décembre. D'accord. Donc il y aura quelques grands témoins présents. Donc les gens qui veulent venir, qui ont déjà l'ouvrage ou qui veulent venir l'acheter ce jour-là à la librairie antillaise, pourront rencontrer quelques grands témoins et se faire dédicacer l'ouvrage. D'accord. Alors, toujours 2 places à faire gagner avec Joanne pour, à partir de demain, puis demain jusqu'à mardi, pour le Noël enchanté des enfants à Madiana. Alors oui, je tiens quand même à préciser que vous pouvez nous laisser vos enfants. Nous avons des hôtesses et le principe, c'est celui-là. Nous prenons en charge vos enfants, vous nous les posez, vous allez faire votre dernière coiffure avant le réveillon, vos derniers achats, vos derniers pâtés, etc. Vous les posez à 9h30, à 11h30, midi moins le quart, vous pouvez revenir, ils seront frais, ils auront mangé en plus parce qu'on leur donne un petit goûter. Le goûter est délicieux. Ils s'en mettent plein la panse, alors je vais quand même déroger à la règle, mais c'est Lebel qui nous fait des super sablés. Ok, il paye. Il nous fait des super sablés que je vais récupérer tous les matins et ils sont excellents, quoi. Donc les enfants sont super contents, franchement. C'est vrai qu'on passe un bon moment. Moi, je viens mardi. Ah bon, Non, demain. Je viens demain avec mes petits-enfants. Alors, Jacqueline, qu'est-ce que tu vas dire ce soir concernant Mayotte à la bibliothèque Shelcher, que pour ceux qui ne sont pas là, pour leur donner envie de venir, l'eau à la bouche, le goût de te rejoindre dans ce feuilleton? Alors, c'est-à-dire que je vais parler de l'aspect un petit peu sociologique du roman, expliquer comment le roman représente ce que j'appelle une sublimation du réel, c'est-à-dire comment certains problèmes socio-économiques sont un petit peu effacés pour mettre en avant et faire la promotion du groupe blanc créole, mais aussi malgré tout qu'il y a beaucoup de connotations sexuelles, de la belle femme de couleur qui attire l'homme blanc. Donc on revient un petit peu à cette notion de roman feuilleton, un peu olé olé, comme Isadora à peu près. Mais aussi parler de l'importance de ce roman, discuter un petit peu de Jenny Manet et montrer quelle serait, je pourrais dire, l'importance de ce roman pour nous. Et s'il avait été écrit par quelqu'un de chez nous, est-ce qu'il serait différent selon toi? C'est la bonne question. Merci pour la première. C'est-à-dire que malgré tout, elle représente, comme c'est un roman qui a été écrit pour une certaine classe. Oui. Là, je dirais la classe des livres de couleur, les gens qui pouvaient lire, qui avaient l'argent. Si ils achetaient le roman, c'est parce qu'ils embrassaient aussi cette vision. Et puis qu'on les brossait dans le sens du poil. Voilà, exactement. Donc je pense que ça n'aurait peut-être pas été écrit de façon si différente. Ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'il est très binaire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'opposition blanc-noir. On ne voit pas les mulâtres. Et les personnages de couleur à peau foncée sont les personnages qui sont un petit peu diaboliques. Comme toujours. Voilà. Donc les gens, les servantes, les serviteurs, donc le prolétariat noir est vraiment présenté de façon extrêmement négative. Et je pense que c'est intéressant, ça nous montre l'époque. Tu crois que ça a changé aujourd'hui? Alors pas quoi, hein? Justement, c'est ce qui va nous apporter quelque chose pour voir que
comme je disais un petit peu plus tôt, c'est des discours qui nous suivent. Donc c'est intéressant de voir d'où cela vient. Des fois, on n'en a pas conscience. C'est des discours qui nous suivent. Mais Qui nous poursuivent. quand tu poses la question concernant la réalité ou concernant la littérature? Parce que si on parle de littérature, moi je crois que ça a quand même un peu évolué. C'est-à-dire, bon, si on a certains romans... D'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui pourrait être l'alter ego de cette personne, Génie Manet? Génie Manet, oui. Aujourd'hui, qui soit contemporaine, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, on va dire avec son socio-style, existe aujourd'hui et écrit aujourd'hui? Bon, elle n'écrirait pas de façon... Est-ce qu'on peut considérer par exemple que quelqu'un comme Marie-Reine de Jams, c'est beaucoup plus soft, dirons-nous. C'est-à-dire que vraiment la représentation des personnages noirs est très négative. C'est pas du politiquement correct. C'est-à-dire que la petite servante noire se fait Là, battre. tu parles de quand? Je parle de Génie Manet. Génie, d'accord. C'est-à-dire que maintenant les auteurs seraient un peu plus Soft. Voilà. Mais on lit toujours entre les lignes. C'est-à-dire que quand on va lire, par exemple, des romans de Patrice Chamoiseau ou de Raphaël Confiant, on voit toujours la stratification des différents groupes. Qu'on lit, un peu moins qu'on lit Gisèle Pineau. Mais on sent quand même certains personnages qui ont parfois des problèmes avec leur identité. Mais Génie Manet, tu as bien dit tout à l'heure que c'est une Française. Oui, c'est une Française. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut pas dire, tu peux pas considérer un auteur comme Chamoiseau, Confiant ou même Pinault, Oui. le mettre sur le même pied d'égalité avec Génie Manet, puisque ne serait-ce que parce qu'il y en a un qui est issu de chez nous et l'autre qui ne l'est pas, Oui. même s'il a vécu ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme ce roman a été commandité par un journal martiniquais qui essayait de faire en sorte qu'elle représente une culture martiniquaise, qui est aussi exotisante. Ça fait beaucoup de biais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est pour ça que je disais que je ne voyais pas d'auteur. Si on doit parler d'un auteur blanc qui parlerait des Antilles, j'en verrais pas. C'est pour ça que j'ai parlé, moi, en utilisant ce rapport de race et d'opposition. C'est pour ça que j'ai parlé des créolistes, parce que c'est eux vraiment qui se concentrent sur cela pour nous. Est-ce que tu as lu Michel Tauriac, un roman qu'il a fait sur Saint-Pierre, qui est un journaliste blanc, qui a écrit sur le Saint-Pierre de l'époque, mais de manière romanesque, bien sûr, mais qui lui aussi un blanc avec un regard particulier sur la culture antillaise de cette époque. Non, enfin moi j'ai lu Salavina, donc on sent des différences quand même. Par exemple, un auteur comme Salavina est beaucoup plus cinglant. Oui, oui. Mais c'est quand même intéressant de voir, je dirais, l'angle de chaque auteur. Mais pour revenir à ton commentaire, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse avec ce roman, c'est qu'on a une femme européenne, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le roman, française, on ne sait pas d'où elle vient, dont on se sert pour justement faire passer cette vision. La vision qu'on veut faire passer. Voilà. Et alors, tu as postfacé le roman de Dominique Lancas, Une femme chambardée. Et là, par rapport à lui qui met en avant la femme martiniquaise, qui pas la glorifie, mais qui la met comme elle est, en fin de compte. Pourquoi tu as voulu postfacer ce roman? Alors, donc, il m'a contacté et puis, donc, disons que chez lui, ce serait la femme guadeloupéenne. Oui. Mais j'ai lu le roman, ça m'a intéressé et je me suis dit que ce serait intéressant. Parce que c'est une vision, justement, qui n'est pas sexualisée. Donc, je me dis, tiens, quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment... on y parle quand même des souffrances de la femme antillaise, de la façon dont elle essaie de surmonter cela. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'y jeter un coup d'œil, et c'est pour ça que j'ai voulu faire la postface. Comme c'est un jeune auteur. Oui. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de mettre en avant ce qui se fait. Surtout quand ça crée une discussion qui va générer de nouvelles, je pense, visions. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé Une femme chambardée, qu'on trouve encore, et qui est de la préface de Marie-André Siprut. Tout le monde se retrouve. Marie-André, tu la connais? Elle est vers... on lui fait un coucou parce qu'elle nous regarde là-bas, dans ces montagnes suisses. Et elle est ethnologue ou sociologue, et elle est avec les migrants. Donc, elle fait un travail remarquable. C'est une Martiniquaise aussi de Saint-Pierre. Il nous faut, quand même. Saint-Pierre, faut. Alors,
Jacqueline, je voulais te poser une question sur Mayotte. Eh bien, c'est très bien, j'ai oublié. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça va me revenir pendant... Je vais peut-être juste lire rapidement un compte-rendu de lecture, si je le trouve, d'un auteur qui se fait... Enfin, on ne connaît pas son nom. Et où il explique ce qu'il pense de Mayotte. Donc c'est un compte-rendu de lecture qui a été publié le 12 mars 1896. Nous finissons cette semaine la lecture de Mayotte et depuis 3 mois, nous avons suivi cette œuvre que le journal nous servait parcimonieusement et par petites tranches avec un intérêt toujours croissant. Dès le début, il s'était fait autour de l'œuvre nouvelle un vif mouvement de curiosité. L'auteur était déjà connu, il avait été apprécié du public dans plusieurs nouvelles esquisses, parfois et toujours intéressantes. Mais comment se tirait-il d'une œuvre de longue haleine ? Comment pourrait-il, surtout lui, qui n'était parmi nous que depuis peu de mois, dépeindre devant un public difficile cette petite chose étrange et unique ou microcosme qui s'appelle la société martiniquaise? L'épreuve a été faite et le succès a été complet. Donc c'est là où je revenais sur la discussion pour dire que vraiment les lecteurs de l'époque étaient vraiment investis dans la culture et aussi dans la promotion de la langue. Donc même si Jenny Manet était, elle, hors de l'île, c'est vraiment la correspondance et la réponse des lecteurs qui est intéressante. Ils auraient voulu pouvoir écrire ce livre et certains aussi, ou ce feuilleton, envoyait des lettres à Jenny Manet selon les épisodes pour lui faire des commentaires et elle changeait certains épisodes, puisque bon, c'est ce qui est intéressant avec la littérature populaire. Les feuilletons, nous des fois on se retrouve pour parler du feuilleton qu'on a vu brésilien d'hier soir, mais là carrément on écrit une lettre, on se plaint et parfois elle change. Elle change en fonction de la lettre et de ce que disent les lecteurs. Voilà. Mais tu n'as pas comme ça, François, vous n'avez pas une lettre, un truc, vous avez... Ce sont des techniques journalistiques qui existent depuis la création depuis des journaux, depuis tout simplement les écritures, où on raconte les choses, depuis les écrivains publics, depuis les conteurs, depuis tout. Et c'est-à-dire qu'on change en fonction du public que l'on a en face. C'est-à-dire que quand il y a le lecteur envoie un courrier pour dire mais est-ce qu'on ne peut pas parler de ça, il y a un événement là, vous n'avez pas parlé de ça. Et l'histoire, celui qui fait l'histoire, donc là, Word travaille, fait le texte en fonction de de l'événement qu'il y a eu dans la ville. Et la perception des lecteurs. Et c'est sûr que là, il était, comme il est dit, le réel a été un peu occulté parce qu'on est un peu dans une espèce il n'y a pas le réel politique, on n'est pas dans la réelle politique, on est dans l'imaginaire, on est dans raconter un petit peu, laisser les gens rêver. Et c'est important de noter tout ça. C'est important parce que là vraiment, c'est une européenne qui raconte, c'est une Française qui raconte. La notion même de savoir de rentrer pour le lecteur, même si c'était un lectorat élitiste, mais c'était une partie on ne parle pas des mulattes, mais notamment les mulattes savaient lire. C'est aussi un monde qu'ils ne connaissaient pas. Un monde du merveilleux, de belles femmes, aussi de rêveries, et surtout lire une belle femme qui écrit, c'était sans doute, on imaginait comment elle était. Je ne sais pas si les gens la connaissaient physiquement. Est-ce que les lecteurs qu'elle avait la connaissaient physiquement? Alors justement, parce qu'au début, parce que j'aime bien faire des pronostics, je me suis demandé si c'était pas un homme aussi qui écrivait à l'époque, tant qu'à faire, parce qu'il y en a déjà eu. Voilà, parce que bon, dès qu'on est caché, mais j'ai trouvé certaines colonnes dans le journal Les Colonies où elle invitait les lectrices à passer la voir chez elle. Donc c'est une femme. Et en plus, elle a aussi un carnet mondain où elle racontait les bals, les soirées, et félicitait telle dame pour sa coiffure, comme elle a dit. Et les soirées musicales, donc je me suis dit,
si elle se montrait à ces soirées, on devait la connaître. On devait la connaître. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'éléments, mais c'est vraiment des espèces de croisements comme ça qui me permettent de dire, bon, bah, ça devait être une femme qui, je pense, allait aussi bien chez les béquets que chez l'élite de couleur, parce qu'en tant qu'Européenne, elle pouvait avoir accès à tout, et qu'elle jouait un espèce d'intermédiaire, ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a cette vision européenne exotique, mais on voit aussi la culture antillaise qui est là, parfois déformée, mais parfois elle décrit simplement ce qu'elle voit. Donc à un moment, elle décrit Tante Loulouse, une des femmes blanches créoles, qui, si je puis dire, bouscule un petit peu sa servante noire et qui l'appelle menteuse, voleuse, parce qu'elle a toujours faim. Et on la voit qui mange des fruits dans un coin. Pour nous, on se dit, si elle mange ses fruits, c'est parce qu'elle a faim. Bien sûr. Non pas parce qu'elle est une voleuse. Donc ça nous dit quand même, ça nous donne des informations sur les éléments sociaux, un petit peu politiques détenus de l'époque. C'est-à-dire que les enfants qu'on utilise comme serviteurs sont maltraités. Bien sûr. Et affamés. Voilà. Alors, une question que m'avait demandé Dominique Lancastre, qui m'avait demandé de te poser. Comment tu réagis par rapport à ce que vivent les Noirs aux États-Unis en ce moment? Puisqu'on a vu sur les Facebook qu'ils sont arrêtés, maltraités, même tués. Tu as vu la vidéo qui circule où ils shootent je regarde le merveilleux. Encore une fois. Alors, là, c'est la réalité. Alors, comment tu... C'est-à-dire que c'est difficile, surtout... Bon, est-ce que c'est réel ou bien est-ce que non, c'est réel. Non, d'accord, c'est pas virtuel, tout ce qu'on voit. Non, on le sent bien. Non, parce que moi, par exemple, sur mes pages Facebook, il y a des moments où je dois arrêter parce que c'est angoissant. Puisque bon, on a beau dire en tant que personne de couleur, si vous faites arrêter par la police, bon, automatiquement, vous avez une certaine angoisse, que je ne savais pas comment la personne va réagir. Et puis, c'est lui contre vous. Bien sûr. Il ne faut pas croire qu'en tant que femme, on a plus de chance, puisqu'il y a des femmes aussi qui se sont fait maltraiter ou qui ont été tuées pour avoir résisté. Donc, dans mon université, il y a des étudiants qui ont fait des die-in à la bibliothèque pour marquer le coup, pour montrer justement qu'il faut arriver un petit peu à mieux encadrer la police. C'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on appelle un police state, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment obsédés par encadrer les gens. Mais le problème avec ça, c'est que la police, personne ne les encadre. Bien sûr. Personne ne leur dit qu'il faut avoir des règles. Et comme ils ont peur du noir, ça veut dire que dès qu'ils voient un noir, bon, automatiquement, c'est une menace. Alors, carrément. Pourtant, on se félicitait que les États-Unis aient le premier président. Non, mais ça veut rien dire. Vous avez vu comment il se fait maltraiter, Obama? En ce moment, lui, bon, ça c'était avant qu'il se fasse, enfin, avant les élections, mais même les démocrates l'ont lâché pour les dernières élections. Lui, le pauvre, il a blanchi. Ah oui, il a vieilli, hein? Un homme qui était si frais. Si beau, si frais. Maman, ça lui réussit pas le pouvoir, hein? Mais bon, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'on a des possibilités et il faut aller les chercher. Par exemple, bon, j'enseigne à l'université et j'ai des possibilités que je n'aurais pas pu avoir ici, par exemple. Mais en même temps, il y a certains groupes qui ont trop de pouvoir. Et il faut... Voilà, il faut limiter, c'est surtout ça, c'est la limitation des pouvoirs. Et puis bon, parfois les gens qui sont dans la police ou dans certains groupes qui doivent vous gérer n'ont pas beaucoup d'éducation. Alors à ce moment-là, quand ils vous voient, automatiquement, ça monte très vite. J'allais dire, ça part en vrille ou ça crée une espèce de tension qui automatiquement va se retourner contre vous. Parce que maintenant, il ne faut carrément rien dire. Si vous le dites mais, vous résistez. C'est ça, c'est ce qu'on a reproché à des gens comme Eric Garner ou à d'autres personnes, ils ont résisté. D'accord. Parce qu'on l'arrête, mais il n'y a pas de raison de l'arrêter. Donc il regarde les gars, mais qu'est-ce que vous faites? En plus, comme il est grand, automatiquement, bon, depuis qu'on voit un noir, mon Dieu, c'est une menace. Il y a un noir grand. Ah, voilà. En plus. Voilà, c'est ça. Bon, ben merci Jacqueline Couty pour ce moment. Non, mais tu connais le roman? Oui. Bon, mais c'était bon. Merci beaucoup pour cet après-midi instructive, didactive, passionnante. Merci pour Et puis cet après-midi, ce soir, on te retrouve à la bibliothèque Schellcher. Rappelle-nous l'heure. Donc 18h30. 18h30 et avec le roman Mayotte
où là, ils viennent avec leur roman et ils pourront en acheter les gens ou bien ce sera vendu sur place? Ce sera fait demain à Présence Créole. Présence Créole, demain matin, dès quelle heure? De 10h à 12h30. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci à Joanne. Merci à Rudy. Merci à Katie. Eh bien, merci. Merci aux téléspectateurs. L'émission est rediffusée mardi à, je crois, 14h. C'est trop tard pour toi? Bon, ben merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et puis, on se revoit, nous, mercredi matin. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi.